Choix. Wow! 98.1 Radio X. Winston Churchill a déjà dit, une des grandes leçons de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h01, bon vendredi, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Radio X Files avec votre excellent Christian Page qui est là, présent ce soir, bien peigné, bien mis, bien habillé. Salut! Salut! C'est plutôt toi qui est bien reposé, bien bronzé. En pleine forme, cher ami, en pleine forme. Ça a fait du bien une semaine loin de cette température-là qui est assez particulière, mais j'étais au chaud, il y avait du soleil, j'ai fait de la plongée sous-marine. Et Christian, à chaque fois que je fais de la plongée sous-marine dans le sud, je me dis toujours à quel point le monde est merveilleux en dessous. Ça n'a pas de maudit bon sens que 8 milliards d'humains peuvent pas toucher à ça. Ce qui se passe dans nos océans, c'est d'une beauté incroyable. Écoute, j'imagine que tu étais, si je me réfère à ce qu'a m'a dit Camille, tu étais au Mexique, c'est bien ça? Oui, monsieur. Cancun, entre Isla Mujeres puis Cancun, puis on a visité une petite barrière de corail. On a visité des statuettes qui étaient dans le fond de l'eau. C'était magnifique. Ouais, je connais assez bien l'endroit parce que j'ai fait quand même quelques voyages là, pour des séries de reportages, notamment sur les Mayas. Et en fait, nous, on logeait surtout à Riviera Maya. Pour les gens qui connaissent pas l'endroit, on est un peu au sud de Cancun, là, mais on est dans le même paysage à peu près. Oui, tu as tout à fait raison. J'ai pas fait de plongée dans ces coins-là. J'ai fait pas de plongée, j'ai fait de la plongée, mais en apnée, là, si on peut dire. Donc, je sais pas toi comment tu pratiques ton sport, là. Est-ce que c'est avec bonbonne et tout le reste ou c'est simplement de l'apnée? C'est dans le fond le plus longtemps possible. Et dans le fond, mon Léon. Donc, la bonbonne et tout le kit. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait qu'en apnée. On est allé à l'île de Cozumel, qui est comme en face, qui est véritablement un paradis pour les plongeurs. J'imagine que tu as probablement fait de la plongée dans ce coin-là aussi. D'ailleurs, on protège tellement cet environnement et avec raison que tu peux pas faire de plongée si tu t'enduis le corps, par exemple, d'huile ou de trucs comme ça. On essaie de garder l'endroit le plus propre, entre guillemets, possible. Mais c'est vrai que c'est tout à fait magnifique. Moi, évidemment, ce qui m'attirait dans le coin, c'est ce qui est en dessous de l'eau, et moi, c'était ce qui était dans la jungle, qui étaient les cités mayas, tout ça. Donc, les gens qui connaissent le coin connaissent probablement, parce que tout près, on a la cité de Tulum. Mais si on s'enfonce dans la jungle, c'est vrai que c'est un voyage de 3 heures, mais on arrive à Chichen Itza, et puis ensuite, plus profondément, là évidemment, il faut un hélicoptère ou des trucs comme ça. Là, on peut visiter des cités comme Palenque, Tikal et autres. Ouais. C'est vraiment un monde qui est tout à fait merveilleux. Mais ne serait-ce que pour l'endroit de villégiature, là, Cancun, la plongée, tout le reste, c'est vrai que c'est un endroit qui est tout à fait magnifique. Et je le dis pour moi, là, je prêche pour ma paroisse, mais dans les destinations soleil, c'est l'une des destinations soleil que je préfère parce que comparé à d'autres stations, qu'on pense par exemple à la République dominicaine, Cuba, qui sont des destinations excessivement populaires, personnellement, à cause de mes intérêts historiques, bien sûr, je trouve que la péninsule du Yucatan, c'est un endroit qui est parfait. Parce que, à cause de cette présence du Mésoamérique, là, les Mayas et tout le reste, là, Aztèques et compagnie, il y a pour moi là une culture excessivement riche
qui est moins omniprésente, qui est pas nécessairement, qui n'existe, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle n'existe pas, mais qui est clairement moins présente en République dominicaine ou sur l'île de Cuba. Ouais, de voir la vie aussi au fond de l'eau, de dire, voyons donc, pourquoi ça existe ça, tu sais, de voir à quel point il reste, le fond des océans n'a pas tout été exploré. Quand on regarde, puis on s'en va ailleurs dans l'espace, on fait une cartographie de la Voie lactée, on voit à quel point on est petit. Tu sais, on a l'impression que l'humain est grand, mais en fait, quand on regarde tout ça, mon Dieu qu'on est petit. Oui, ce que tu mentionnes, Yannick, c'est intéressant comme réflexion parce que c'est vrai que les océans nous restent interdits d'une certaine façon, dans la mesure où on a tendance à oublier que l'invention du scaphandre autonome, même si ça fait 250 ans qu'on fait de la plongée, l'invention du scaphandre autonome remonte simplement au milieu du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Tu sais, c'est le commandant Cousteau qui a inventé ça, là, les bonbonnes, puis le détendeur dans la bouche, puis tout ça. Avant, c'était toute l'attirail, le casque, le scaphandre. Bon, c'était assez compliqué. Là, maintenant, grâce au commandant Cousteau et les révolutions technologiques, on a ce scaphandre autonome. Mais n'en reste pas moins que les plongeurs sont limités à des profondeurs qui sont, somme toute, assez minimales. C'est-à-dire que au-delà de 30 ou 40 mètres, là, il faut des plongeurs un peu plus aguerris. Il faut penser à des paliers de décompression, des mixages gazeux pour éviter, évidemment, l'ivresse des profondeurs et tout le reste. Mais à partir d'une profondeur de 4 ou 500 mètres, ça ne nous est plus accessible. Donc, il faut penser à ce moment-là ou bien à des costumes, des scaphandres rigides, ce qu'on appelle parfois les pinottes, ou encore l'arnachement du scaphandrier, là, comme on le voyait au 19e siècle, avec le casque en acier puis les bottines de plomb. Et ensuite, il nous reste que le sous-marin, mais les sous-marins, c'est excessivement coûteux. Et les profondeurs marines sont telles, il y a une telle obscurité que, pour avoir à quelques reprises eu la chance de discuter avec Robert Ballard, qui est le type qui a découvert le Titanic, lui, il me racontait dans des plongées avec le Alvin, qui est un sous-marin qui est tout à fait magnifique, qui a un peu révolutionné la plongée en très haute profondeur. Mais au-delà d'une distance de 20 ou 30 mètres autour du sous-marin, tu ne vois absolument rien. Et là, évidemment, on parle de plongée à 4000 ou 5000 mètres de profondeur. C'est hallucinant et cet univers-là nous est à peu près inconnu. Donc, en dehors de cette très mince couche où les plongeurs autonomes ont un accès, c'est vrai qu'au-delà de ça, ça devient de plus en plus mystérieux et les grands fonds nous sont absolument inconnus. Oui, puis on se pose la question à savoir pourquoi ça existe. Ouais. Qui a fait ça? Qui a pensé à ça? Puis la Voie lactée, là, je regardais... Une petite révélation, c'est une petite révélation spirituelle. Ben, ça me fait souvent ça. Dans le fond de l'eau, ça me fait souvent ça parce que je trouve que tellement que c'est beau. Mais, tu sais, tantôt, je te parlais de la Voie lactée. La Voie lactée, on pense que c'est entre 200 et 400 milliards d'étoiles, un minimum de 100 milliards de planètes. Puis bon Dieu, on a l'impression que la Terre est grosse. Non, on est très petit. Ben en fait, je te dirais, puis là, je veux pas prendre position, puis je veux pas lancer un débat, mais à partir du moment où tu as cette vision du cosmos, c'est très égocentrique de penser qu'on puisse nous intéresser quelqu'un. Tu sais, tu comprends, c'est-à-dire les gens, tu sais, je réalise, c'est des trucs qu'on réalise peut-être parce que je suis devenu un vieux monsieur là. Mais quand j'avais 20 ou 30 ans puis que tu sais je m'intéressais, j'étais très actif dans le milieu ufologique et tout ça, puis là je disais oui, on est visité par des extraterrestres. Puis aujourd'hui, j'ai pris de mes distances par rapport à cette hypothèse-là. Je ne l'élimine pas entièrement, là, je reste l'esprit ouvert, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les preuves ne sont pas au rendez-vous. Non seulement ils sont pas au rendez-vous, mais en même temps, ce qui m'a fait prendre mes distances, il y a plusieurs éléments qui m'ont amené à regarder ça d'un peu plus loin, prendre une distance. Et l'idée qu'on puisse intéresser quelqu'un alors que la Terre est un grain de sable perdu au milieu. Puis on est loin, on n'est même pas proche du centre de notre galaxie. On est sur le pourtour. Hein. Si on imagine, c'est un peu comme une pieuvre qui tourne avec des bras, des tentacules. On est comme dans le bout d'un tentacule. Tu sais, on est vraiment éloigné du centre. Et on est complètement isolé. Et il suffit de voir, par exemple, des photographies qui ont été prises par les sondes Voyager, par exemple, qu'on a lancées dans les années 70, qui nous ont donné les premières images des grandes planètes qu'on appelle les grandes planètes joviennes, c'est-à-dire Jupiter, Jupiter et Saturne.
lorsque les sondes ont littéralement sorti de notre système solaire, elles se sont tournées, puis elles ont pris une photographie, si je puis dire, du système solaire. Donc, on voit les 8 planètes de notre système solaire et on voit le Soleil au centre. Et écoute, il te faut une petite flèche là pour montrer un petit point. Là. Ça, c'est la Terre. Tu sais, on est là. On est tellement isolé là quelque part dans l'univers, tellement petit que c'est difficile d'imaginer qu'on pourrait intéresser une civilisation qui aurait des millions d'années ou des milliers d'années d'avance sur nous, qui viendrait ici nous visiter comme si on avait un point d'intérêt, alors qu'on est petit, on est d'une civilisation naissante, on n'a pas grand-chose à offrir, et on a cru, non, c'est normal, on le croyait dans les années 50 et 60, on croyait que la Terre était une espèce de bijou extraordinaire qui pouvait avoir des ressources ou des trucs intéressants, alors qu'aujourd'hui, la découverte d'exoplanètes nous montre que finalement, la Terre est assez banale en soi, qu'il y a d'autres corps astraux qui sont beaucoup plus intéressants, ne serait-ce qu'au chapitre des ressources minières. Tu sais, tu dis, bon, finalement, on n'est pas grand-chose sur une planète qui est pas grand-chose, dans un univers qui est pas grand-chose. Tu sais, tu dis, bah... Et cette petitesse que l'on a dans le cosmos, ben évidemment, ça nous amène à réfléchir sur tout ce concept-là, les distances dans l'univers et tout le reste. Donc, voilà, je pense que on est chez soi, on a une belle planète, protégeons-la, gardons-la, parce que on risque d'être longtemps isolé dessus. Ouais, mais je souhaite à tout le monde un jour de faire de la plongée sous-marine. On est isolé, on est bien, on voit des choses que les autres ne voient pas. On est dans un moment où c'est calme, on se concentre sur les bulles, puis sur les poissons qui sont autour de nous, puis l'environnement. C'est un moment de relaxation incroyable, puis je souhaite à tout le monde que ça leur arrive au moins une fois dans leur vie. Hey, mais toi, Yannick, qui pratique ce sport-là, oui. Je me permets de t'interrompre, mais toi qui pratiques ce sport-là, donc tu dois bien comprendre les grands discours, parce que, bon, je sais pas si tu as eu la chance de voir les reportages du commandant Cousteau, mais dans les années 70, on voyait ces reportages-là à la télé, et il y avait une espèce de discours un peu philosophique, presque poétique, quand il nous décrivait le fond des océans, sa découverte de ce monde silencieux. Ouais. Tu sais, c'était... évidemment, quand tu n'as jamais pratiqué la plongée autrement qu'en apnée, bon, une fois, j'ai fait de la plongée avec des bonbonnes, puis écoute, j'ai rien vu, parce que c'était mon obsession. J'étais avec des amis, puis eux faisaient de la plongée, puis ils plongeaient sur l'Impress of Ireland, qui est une épave qui se trouve dans la région de Pointe-au-Père, là, dans le fleuve Saint-Laurent. Mm-hmm. Et je voulais absolument aller jusqu'à l'Impress. Fait que là, finalement, je les ai convaincus de m'amener. Fait que, après avoir passé 45 minutes à se faire balloter sur un bateau, on arrive à l'endroit où se trouve l'Impress, qui est assez profond, qui est d'une centaine de pieds de profondeur, de fort courant. Donc, ils tendent un câble dans le fond jusqu'au bateau. Et finalement, ils font leur plongée. Là, moi, je m'étais pratiqué dans une piscine à faire des symboles, tu sais, assis dans le fond de la piscine. Puis, fait que finalement, j'arrive là, on plonge, je suis le câble, j'étais avec un autre plongeur, évidemment, qui me guide. Je suis le câble, on arrive en haut, dans le fond. Je touche à l'Impress. Mais en fait, je voyais ma main. Tu sais, tu comprends? L'eau était tellement trouble que tu voyais ta main qui touche à quelque chose, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, je suis remonté parce que, bon, j'étais pas préparé à faire une plongée là, aussi profondément avec des courants comme ça. Donc, je remonte immédiatement. Et là, évidemment, je peux dire, oh, wow, j'ai touché à l'Impress of Ireland, tu sais. Mais en réalité, pour être honnête, j'ai absolument rien vu. Mais c'est le plaisir de dire que je l'ai fait. Je sais pas si toi, t'as fait ce genre de plongée-là sur épave. Pas encore. On était supposé d'y aller au Mexique. Finalement, les vents étaient trop forts. Mais, okay. Tu sais, est-ce que tu me parlais de M. Cousteau qui décrivait le fond des océans avec une poésie, là? On se sent comme ça au fond de l'eau. Okay. C'est particulier. Je le souhaite à tout le monde. Puis, Christian, redonne-toi une nouvelle chance de faire de la plongée sous-marine avec des gens compétents. Puis, tu vas voir, tu vas certainement l'apprécier. Hey, ce soir, on parle du trappeur fou de la Rat River. Moi, j'ai décidé qu'on va aller ailleurs parce que, bon, la semaine passée,
La semaine passée, Yannick, j'étais avec Camille. Essaye pas de me tromper. Puis, non, c'est un autre semaine. Non, la semaine passée, j'étais avec Camille. C'était gâté. Oui, Ouais. c'est ça. Et donc, et on a parlé d'une histoire de poltergeist. C'était le poltergeist de la clinique d'Arcachon, en France. Donc, on a passé plusieurs histoires ces derniers temps, ovnis, fantômes. Puis là, j'ai décidé d'aller ailleurs. Puis en fait, j'ai décidé d'aller ailleurs sur la suggestion d'un auditeur qui m'a écrit. Puis il m'a dit, écoute, j'aimerais ça à un moment donné que tu parles du trappeur fou de la Rat River. Et c'est amusant parce que cette histoire-là, je l'ai déjà fait il y a quelques années. On avait fait un reportage. Écoute, c'est loin, là, on remonte au début des années 2000, donc une vingtaine d'années pratiquement. J'avais fait un reportage dans la série Dossier Mystère, Unsolved Mysteries, là, en français, qui était diffusée à Canal D, qui était la deuxième génération de Dossier Mystère au Québec. La première, peut-être t'en rappelles-tu, c'était, mais probablement que beaucoup d'auditeurs s'en rappellent, c'était au début des années 90. En fait, ça a débuté en 89 jusqu'en 92 ou 93 à TQS. Et c'était les 2 premières saisons étaient animées par Jean Coutu. Oui. Puis là, c'était peut-être quelqu'un entre vous, c'est-il l'information, voici le numéro de téléphone. Bon, voilà. Quelqu'un, quelque part, connaît la solution. Donc ça a été la première génération. Ensuite, il y a eu d'autres saisons, mais ces saisons-là ont débuté au début des années 2000 à Canal D. Et c'est moi qui en étais le scripteur, recherché, scénariste, réalisateur. Donc, j'avais à peu près tous les chapeaux. Et à ce moment-là, je pense que pour la première saison, on avait fait un truc justement sur le trappeur fou de la Rat River, qui est une histoire de crime un peu mystérieuse. En fait, c'est pas le crime qui est mystérieux, c'est l'identité de l'assassin. Donc ce soir, j'ai décidé, sur la suggestion donc de cet auditeur, de cette auditrice en fait, qui m'a écrit pour me dire, hey, ce serait le fun de faire un truc sur le tueur fou de la Rat River. Donc ce soir, c'est ce que l'on va faire. Et je t'en dirai pas davantage parce que on va laisser rouler la capsule qui est quand même une vingtaine de minutes, où je raconte l'histoire, l'investigation. Puis tu vas être étonné, je l'ai pas mis dans la capsule parce que je voulais le garder pour notre retour. Mais l'an dernier, en 2021, il y a eu un rebondissement dans cette histoire-là du tueur fou de la Rat River. Donc je t'en parlerai lorsqu'on reviendra en studio après l'audition de la capsule. Parfait. On s'en va maintenant dans la famille de Charles Manson. Leslie Van Houten va rester en prison. Oui, en fait, je t'en parle parce que c'est vrai que les crimes de Charles Manson, lorsque l'on parle de crimes occultes et mystérieux, ce sont des crimes qui sont souvent évoqués, même s'il faut quand même reconnaître qu'il existe 2 écoles qui s'affrontent. D'abord, il y a l'école qui a été défendue par le procureur Vincent Bugliosi lors du procès Manson. Puis il a dit, ces gens-là entretenaient une folle idée de créer une guerre raciale qu'on appelait Helter Skelter. Puis ils voulaient déclencher cette guerre-là de façon à ce que les Noirs assassinent les Blancs. Et à l'issue de cette guerre raciale, quand les Noirs, parce que c'est une vision excessivement raciste, lorsque les Noirs auront assassiné les Blancs, à ce moment-là, ils seront incapables de se gouverner parce que tous les pays où il y a des Noirs, disait Manson, c'était le chaos. Ils auront besoin de Blancs pour les gouverner et moi, je serai là pour prendre les rênes du pouvoir. Donc, c'est une espèce de vision là, tout à fait là, centrée sur lui-même. C'est la vision, c'est ce Helter Skelter, cette idée de guerre raciale que Manson aurait entretenu auprès de ses acolytes pour commettre leurs crimes, ce qui en soi, si c'est la véritable définition des crimes Manson, font de ces crimes-là un crime tout à fait mystérieux et occulte. Donc l'idée, une espèce de fantasme comment je pourrais dire, narcissique, j'ai pas d'autres mots, donc un fantasme narcissique a pu conduire cet individu-là à commettre des crimes de cette façon-là. Mais évidemment, ce n'est pas la version que eux, les adeptes de l'affaire Manson, disent de ces crimes-là. Pour eux, il faut savoir que juste avant les fameux crimes Tate et LaBianca, dont on a toujours parlé lorsque l'on parle de Manson, on dit, dans la nuit du 9 au 10 août 1969, Manson va envoyer ses tueurs dans la maison qui est louée par Roman Polanski. Polanski, à ce moment-là, se trouve en Angleterre et les acolytes de Manson vont assassiner la femme de Polanski, Sharon Tate, qui se trouve à la maison avec des amis. Ces amis-là, donc 4 amis, dont Abigail Folger, qui est l'héritière des fameux cafés Folger. Il y a un dénommé J.C. Brink qui est là, un type qui s'appelle Wojciech Frykowski. Et ils vont assassiner tous ces gens-là. Et ensuite,
le lendemain, ils vont assassiner dans la région de Los Angeles, ils vont assassiner un couple propriétaire d'une chaîne de magasins, là, un peu comme des métros, si je pourrais faire la comparaison. Le couple Rosemary et Leno LaBianca, ils vont les assassiner à leur tour. Et selon la vision du procureur, tout ça était pour déclencher la guerre raciale. Mais on oublie que quelques semaines plus tôt, Manson et ses acolytes avaient assassiné un petit revendeur de drogue qui était également professeur de musique, qui s'appelait Gary Inman. Et donc, ce type-là, Manson lui fournissait de la drogue qu'il revendait. Il y a eu, à un moment donné, une dispute. Manson a accusé ce Gary Inman de lui avoir volé de la drogue, de ne pas l'avoir remboursé ou d'avoir passé de la mauvaise marchandise, visiblement un groupe criminalisé de Los Angeles. Bref, une querelle de petits truands. Et ça s'est terminé par la mort de Gary Inman. Et quand Inman a été assassiné, d'abord Manson il a commencé par lui couper l'oreille avec une machette. Après ça, ils l'ont assassiné à coups de couteau. Et ils avaient marqué sur l'un des murs de la maison de Gary Inman le mot « Political Piggies ». Et c'était simplement une forme d'insulte post-mortem qu'il désignait à Gary Inman, mais éventuellement, la police a remonté vers celui qui avait dirigé le groupe d'assassins, qui était pas Manson sur place, mais un type qui s'appelait Bobby Beausoleil. Bobby Beausoleil se fait arrêter. Et là, évidemment, on l'accuse du meurtre de Gary Inman. Selon la version des acolytes de Manson, l'idée d'assassiner Tate et ses amis et ensuite le couple LaBianca, c'était surtout de mettre des graffitis, de commettre des crimes par couteau, par arme blanche, et de mettre sur les murs des mots Pigs, Dead to Pigs, qui ferait référence au crime de Gary Inman en espérant que la police dise, ben là, voilà, on a d'autres crimes dans la région de Los Angeles où l'assassin a écrit des mots, des graffitis qui reprenaient plus ou moins des variantes du mot pig. Donc, Bobby Beausoleil peut pas avoir tué Gary Inman puisque l'assassin est visiblement encore en liberté. Il commet d'autres crimes en laissant des graffitis derrière lui. Ben, ça paraît un scénario tiré par les cheveux, mais c'est le scénario que on défendu les adeptes du groupe de Manson. Mais d'une façon ou d'une autre, de toi à moi, Yannick, que ce soit pour essayer de commettre des crimes dans le but de faire libérer un de leurs acolytes, Bobby Beausoleil, ou que ce soit des crimes pour créer une guerre raciale, dans un cas comme dans l'autre, c'est tout à fait étriqué et invraisemblable. Dans ces crimes, et là j'en reviens effectivement à Leslie Van Houten va demeurer en prison. Leslie Van Houten a été l'un des tueurs de la famille Manson. Elle n'a pas participé au meurtre chez Sharon Tate, mais elle a participé le lendemain soir, donc dans la soirée du 10 août, lorsque les tueurs de Manson ont entré dans la maison du couple Rosemary et Rosemary et Leno LaBianca. Leslie Van Houten était parmi ces gens-là. Elle avait 19 ans à l'époque. Donc, ils ont assassiné ce couple-là. Et éventuellement, la famille Manson a été arrêtée à l'automne 1969. Il y a eu un procès en 1971. Tous ces sbires ont été condamnés à mort. Mais en 1976, pendant une période de temps, l'État de Californie a déclaré que la peine de mort était inconstitutionnelle. Donc, les assassins qui attendaient d'être exécutés dans les corridors de la mort ont vu leur peine leur peine de mort être commuée en prison à perpétuité. Leslie Van Houten s'est donc retrouvée dans ce groupe de gens-là. Leslie Van Houten, c'est la moins criminalisée, je dirais, ou c'était la moins criminalisée du groupe à l'époque. Et lorsqu'elle a commis ses crimes, elle dit, là, j'ai frappé Madame LaBianca, mais elle était déjà morte. Puis bon, évidemment, c'est cette espèce de vision de je dois faire partie du groupe, donc je vais faire comme le groupe. Puis c'est vrai qu'ils sont à ce moment-là un peu... Ce sont des gens qui abusent de substances hallucinogènes. Ils sont sous le joug de Manson, mais à partir de son incarcération en 1971, donc à partir de sa condamnation en 1971, et c'est le fait qu'on ait transformé sa peine de mort en prison à perpétuité, Leslie Van Houten s'est entièrement réhabilitée. Comme, je dirais, également Patricia Krenwinkel, qui était une autre des tueuses envoyées par Manson. Leslie Van Houten, si on regarde essentiellement son histoire à elle, c'est une femme c'est une prisonnière qui a un dossier qui est
qui est sans tâche. Hein, elle s'est très bien adaptée à la vie carcérale. Elle est devenue une prisonnière modèle. Elle s'est impliquée dans toutes sortes de programmes sociaux pour aider d'autres femmes derrière les murs. Elle a un parcours sans tâche. Mais c'est vrai que depuis 1982, elle est éligible à une libération conditionnelle. Au moment où on se parle, elle a déjà adressé 21 fois des demandes de libération conditionnelle au comité de libération conditionnelle. Et depuis 2016, ce fameux comité de libération conditionnelle a voté pour une libération conditionnelle de Leslie Van Houten. Si c'était le cas, elle serait la première de la famille Manson directement impliquée dans les meurtres Tate LaBianca de 1969 à être libérée. Mais depuis 2016, même si le comité pour les libérations conditionnelles vote en faveur de la libération de Leslie Van Houten, il faut savoir que pour que ce soit effectif, il faut que le gouverneur accepte la recommandation qui lui est faite. Et jusqu'à maintenant, et ce depuis 2016, ça fait 5 fois que ça se produit, 5 fois que le comité vote en faveur de la libération, et les 5 fois, quand ça arrive au gouverneur, le gouverneur refuse la libération. Et c'est exactement ce qui s'est produit en début de semaine. En début d'année, Leslie Van Houten avait, pour la 5e fois, eu le feu vert du comité de la délibération conditionnelle, mais en début de cette semaine, le gouverneur de l'État a décidé qu'il s'appelle Gavin Newsom, c'est un républicain, il a décidé que non, Leslie Van Houten resterait encore en prison. Donc, elle va demeurer derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine demande de libération conditionnelle, et on ne sait pas quand elle aura lieu, probablement l'an prochain ou dans 2 ans, parce que ça revient dans son cas, là, je sais pas trop, mais il me semble que c'est tous les 2 ans qu'elle peut se faire une demande de libération conditionnelle. Donc, il faudra donc attendre 2 ans. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, elle est âgée de 72 ans. Et si tu te poses les questions pour les autres, les autres personnes qui avaient été impliquées directement dans les meurtres Tate LaBianca, il y avait bien sûr Charles Manson, qui est décédé en 2017 à l'âge de 83 ans. Il était toujours évidemment détenu. Il y a Patricia Krenwinkel, parce qu'il y avait 3 femmes d'impliquées dans ces crimes. Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten et Susan Atkins. Patricia Krenwinkel est toujours derrière les barreaux. Elle s'est bien réhabilitée, c'est-à-dire que moi, je suis cette histoire-là, et quand il y a les demandes de libération conditionnelle, je vais sur le web, je suis parce qu'on peut suivre en direct le discours de la prisonnière, tout ça. Bon, c'est sûr que ça fait, faut quand même se dire que ça fait 50 ans qu'ils sont derrière les murs, là, tu sais. Faut oublier l'idée, parce que souvent, quand on imagine les tueuses de Manson, on revoit ces vieilles images tournées dans les années 60, des jeunes filles au début de la vingtaine, coquettes, avec des couettes, là. C'est plus ça, là. Ce sont des vieilles femmes, là, qui sont derrière les murs. Donc, je pense que Patricia Krenwinkel, qui faisait partie de la bande, c'est elle aussi tout à fait réhabilitée. Mais bon, bref, elle est toujours détenue, elle a 74 ans. Elle aussi, dans son cas, toutes ses demandes de libération conditionnelle ont été rejetées. Susan Atkins est décédée en 2009 d'une tumeur au cerveau. Elle avait 61 ans. Et le tueur, la main agissante sur le terrain, c'est-à-dire que Manson donnait les ordres, mais c'est un dénommé Charles Tex Watson. Tex parce qu'il venait du Texas. C'est Charles Tex Watson qui était la main qui agissait sur le terrain. Ce Charles Tex Watson est toujours détenu dans une prison d'ailleurs au Texas. Il a 76 ans. Et là aussi, en prison, il a découvert Dieu, comme beaucoup de prisonniers. Donc, c'est maintenant le père, c'est le révérend Charles Watson. Donc, il a découvert Dieu, mais il est toujours détenu, et toutes ses demandes de libération jusqu'à maintenant ont été refusées. Si tu avais demandé à des gens, là, des analystes sur la vie carcérale, s'il y a une de ces personnes-là, parce que faut toujours se rappeler que l'idée de la prison, il y a un concept de réhabilitation dont on tient compte, bien sûr, mais il y a également un aspect punitif. On n'envoie pas des gens en prison uniquement en se disant ils vont se réhabiliter. Non, on veut qu'ils se réhabilitent, mais en même temps, il y a un aspect punitif à la chose. Et il y a l'apparence de justice. Et dans l'affaire Manson est telle que l'idée de libérer un des membres de la famille Manson, ça pourrait créer dans
chez le public, mais là, malgré que les crimes sont quand même vieux de 50 ans, il y a toute une nouvelle génération qui ne connaissent pas ou ont peut-être à peu près jamais entendu parler des crimes de Manson. Mais c'est sûr que libérer un membre de la famille Manson, pour beaucoup de gens, ça serait un peu une insulte. Justice n'a pas été rendue. D'autant plus que l'une des victimes, Sharon Tate, était une femme qui était enceinte de 8 mois et demi. Déjà, donc, l'effet de cette grossesse presque à terme rend plus sordide le crime. Mais ensuite, c'est aussi Sharon Tate. C'est une enfant d'Hollywood. C'est une femme qui est adulée par des millions d'adeptes du cinéma, de cinéphiles. C'est la femme de Roman Polanski. Donc, on voit un peu le concept. Donc, libérer un membre de la famille Manson, ça semble quasi invraisemblable. On aurait l'impression que justice n'est pas rendue. Mais si tu avais demandé à des analystes sur la vie carcérale, est-ce qu'il y a un jour une possibilité qu'un des membres de la famille Manson impliqué dans les meurtres Tate LaBianca soit éventuellement libéré? Probablement que tous ces gens-là t'auraient dit oui, la personne la plus apte à être libérée sera sans aucun doute Leslie Van Houten. Mais là, tu vois, sa demande de libération vient encore une fois d'être rejetée. Donc, peut-être meilleure chance dans 2 ans. Mais quand je dis meilleure chance, je prends pas position. Là, je sais pas que je veux que Leslie Van Houten soit libéré ou non. Je prends pas position. Le crime a été abject et monstrueux. Puis je pense que ces gens-là doivent payer à la société pour le crime qu'ils ont commis. Et c'est pas à moi de déterminer si oui ou non il doit être libéré. Mais bon, bref, pour Leslie Van Houten, c'est un nouveau report et éventuellement une nouvelle demande dans 2 ans pour une libération conditionnelle. Elle sera âgée à ce moment-là de 76 ans. Il y a une petite coquille qui s'est glissée pour ce qui est de Gavin Newsom. Il est démocrate et non pas républicain. Ah, excuse-moi bien, oui. Bien oui, je viens de regarder ma note, je viens de le voir, gouverneur démocrate. Oui, ça prouve Il ne faut surtout pas confondre les démocrates et les républicains, ils ont pas le même mandat. Ça prouve que je suis pas le seul qui est imparfait ici. Non, mais tu sais que son prédécesseur, un dénommé Jerry Brown, était lui aussi un démocrate, on insiste, bon voilà, démocrate, mais lui aussi avait rejeté les demandes de libération parce que Newsom, il est en poste depuis 2019. Or, depuis 2016, le comité de libération conditionnelle se prononce en faveur de la libération de Leslie Van Houten. Donc, de 2016 à 2019, il y a eu 3 demandes à ce moment-là qui étaient adressées au gouverneur, qui était Jerry Brown, et lui, il les a refusées. Et là, maintenant, c'est Gavin Newsom, et lui en est à son 2e refus dans le cas de Leslie Van Houten. Parfait. Passons au prochain sujet, le fameux télescope James Webb, qui est prêt pour le service actif, ou presque. Ou presque, il faut bien s'entendre. Bon, j'en parle comme ça parce qu'on a justement parlé de l'univers, la grandeur et je suis toujours un peu étonné de voir les performances que l'on a fait. Je suis plus vieux que toi, moi, Yannick, hein, tu sais. Jamais j'en aurais douté. Je suis plus vieux que toi et j'ai vu, moi, ce développement-là. C'est tout à fait fantastique, hein. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, puis je sais que je reviens souvent avec ça, mais les gens vont dire, les gens qui nous écoutent vont dire, oh, Christian Page, un vieux nostalgique. Mais non, je veux dire, je me rappelle, quand j'allais à l'école, on parlait, bon, le système solaire avait 9 planètes, Pluton était incluse dans le lot à l'époque, et on ignorait, c'est tout à fait extraordinaire, Yannick, pense à ça, là, en quelques décennies, on ignorait si notre système solaire était unique ou si c'était entre guillemets, le modèle de base. Donc, on avait un soleil, 9 planètes qui tournaient autour, mais on ignorait, on savait bien que les autres étoiles que l'on observait dans le cosmos étaient aussi des soleils. Mais on se demandait, on se disait que probablement il devait y avoir autour de certaines de ces étoiles, il devait bien y avoir des planètes qui gravitaient. Mais on n'en avait aucune idée. C'était essentiellement sur le plan théorique. Comme aujourd'hui, par exemple, on se prononce sur la vie extraterrestre. Bon, si on exclut le phénomène des ovnis que certains veulent bien associer aux extraterrestres, techniquement parlant, la vie, on l'a jamais vue ailleurs que sur la Terre. On a beau envoyer des sondes sur Mars, on a des indices de vie, mais on l'a pas vu, cette vie-là. On a des indices de vie sur certaines lunes de Jupiter, sur certaines lunes de Saturne. Mais la vie elle-même, on l'a jamais vue ailleurs que sur Terre. On a de la vie sur Terre, un point, c'est tout. Mais bien sûr, on se dit, les probabilités qu'elle puisse exister ailleurs dans l'univers sont infinies. Donc, statistiquement parlant,
il est raisonnable de croire que la vie doit exister dans l'univers. Et au cours de la dernière décennie, on a découvert que finalement notre fameux modèle de l'étoile avec des planètes qui tournent autour, c'est en fait le modèle assez standard. Et il y a à peine une décennie, on se disait il doit y avoir une planète sur deux à peu près il y a à peu près un soleil sur deux, qui doit avoir des planètes. Et aujourd'hui, je te dirais que les astrophysiciens sont beaucoup plus optimistes. Ils se disent qu'il doit y avoir à peu près en moyenne une planète qui tourne autour de chaque étoile. Fait que ça commence à faire de la planète, ça, mon homme, là. Et tout ça, on a vu se développer ça au cours de quelques décennies seulement. Puis au moment où on se parle, on a plus de 5000 exoplanètes qui ont été observées. Parmi ces 5000 exoplanètes, il y en a plusieurs centaines qui sont des planètes assez semblables à la Terre. Appelons-là les Terra 2. Donc des planètes qui sont dans à peu près des planètes rocheuses comme la Terre, qui se trouvent dans une zone assez proche de leur soleil, mais pas trop éloignée pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide et qu'une vie sous forme de carbone comme la nôtre puisse exister. Donc, c'est une véritable révolution. Et encore cette semaine, en fait, je crois que c'était il y a 2 jours, la NASA nous a présenté une photographie qui a été prise par le télescope Hubble qui montre une étoile qui est à 12 milliards d'années-lumière. Pense-y, là, Yannick, 12 milliards d'années-lumière. En fait, on dit qu'elle est à 12 milliards, mais disons, c'est ce qu'elle avait de l'air il y a 12 milliards d'années, parce que sa lumière, le temps qu'elle nous arrive, ça a pris 12 milliards d'années. Essaie de réfléchir à ça. On voit sur une photo de Hubble la lumière d'une étoile émise il y a 12 milliards et demi d'années, c'est-à-dire 2 milliards d'années après le début de l'univers. Écoute, c'est comme étourdissant. Et on a vu tout ça se développer en quelques décennies seulement. C'est un chemin qui a été tout à fait extraordinaire. Et bien sûr, je voulais te parler du télescope Hubble parce que on a fait les derniers réglages sur le télescope Hubble au cours des dernières semaines. Je te rappelle que le télescope Hubble a été lancé le 25 décembre 2021, que sa surface est composée de 18 miroirs qui envoient le rayonnement vers son centre. Et donc, à un moment donné, on a équilibré l'aspect focus de notre télescope Hubble et il a pris une première photographie qui nous montre une étoile. On l'a d'abord, parce qu'il fallait le réorienter, il était pas tout à fait là où on aurait voulu qu'il soit, orienté de la façon qu'on voulait qu'il soit. Donc il a fallu le réorienter. Parce que je te rappelle aussi que le James Webb télescope se trouve à ce qu'on appelle le point Lagrange 2, donc qui est en orbite autour du Soleil. Et les gens se demandent peut-être qu'est-ce que c'est ce point Lagrange. C'est un point assez éloigné dans l'espace entre la Terre et le Soleil. Par exemple, imaginez, prenez sur une carte, mettez le Soleil à droite et la Terre à gauche et faites comme une espèce de triangle. Le point éloigné où la gravité du Soleil serait équilibrée par la gravité de la Terre pour empêcher le télescope de éventuellement être attiré par le Soleil ou être attiré par la Terre. Ce fameux point d'équilibre, c'est ce point Lagrange. Donc c'est à cet endroit-là qu'on est allé placer le télescope James Webb. C'est quand même un point situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Écoute, les distances, Yannick, là, quand tu y réfléchis, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Écoute, on a une machine qui est là, puis on la contrôle. On va l'orienter. Ouais, pas dans ta cour, il est à 1 million de kilomètres. Donc, on a réorienté le James Webb télescope pour qu'il puisse se focaliser sur une étoile qui était située à 2000 années-lumière de la Terre. Et on a pesé sur le déclencheur. Écoute, l'image, elle est fabuleuse. Donc, on n'a jamais vu une image qui nous montre la profondeur de l'univers ou du cosmos de cette manière-là. Donc, on a au centre de la photo cette fameuse étoile à 2000 années-lumière de la Terre. Et en arrière-plan, en background, si tu me permets l'expression, on voit des dizaines de galaxies qui sont au loin dans le cosmos. Écoute, c'est de la science-fiction. Moi, écoute, je suis toujours émerveillé, je regarde ça, et pourtant, je suis pas un adepte de l'astronomie. Je n'ai pas un télescope, je me fais pas des soirées à regarder les étoiles, mais je suis toujours un peu impressionné de voir, et tu l'as bien mentionné en début d'émission,
cette grandeur de l'univers et notre petitesse par rapport à cette grandeur-là, c'est tout à fait enivrant. Et je voulais absolument glisser quelques mots sur le James Webb Telescope. Donc, à partir de maintenant, il reste quelques calibrages à faire sur les appareils, mais on sait que le focus fonctionne bien, on sait qu'il est orienté de la bonne façon. Et je te rappelle que le James Webb Telescope voit dans l'infrarouge. Il ne voit pas directement comme nous voyons. Il y a une vision plus grande dans l'infrarouge. Et l'une des missions du James Webb Telescope, mentionnons-le parce que ça touche quand même un peu notre public. L'une des missions du James Webb Telescope, c'est de regarder des planètes qui seraient en orbite autour de d'autres soleils à la recherche de polluants. Et quand je dis polluants, je le mets entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gaz qui sont directement liés à une activité industrielle ou une activité biologique. Donc, comme par exemple, nous, on respire de l'oxygène et puis on rejette du gaz carbonique. Bon, on pourrait se dire, là, la présence de gaz carbonique dans l'atmosphère est la preuve qu'il y a une vie biologique qui est là, puis qu'il y a des échanges biologiques qui se produisent. Donc, le James Webb Telescope est équipé de systèmes qui pourront détecter ces éléments-là dans l'atmosphère de planètes éloignées, d'exoplanètes, pour déterminer, s'il y a une espèce de forme de vie organique qui est là. Et en même temps, il y a aussi des gaz ou des proportions de gaz qu'on pourrait retrouver sur des planètes qui pourraient à tout le moins nous aiguiller sur l'idée d'une forme d'industrialisation. Parce que à partir du moment où une civilisation évolue, elle va développer une technologie et éventuellement, malheureusement, on le constate sur Terre avec les gaz à effet de serre et tout le reste, donc, on crée de la pollution qui contamine notre atmosphère et qui est symbolique, synonyme de notre activité industrielle. Donc, si on observe des types de gaz comme ça sur d'autres planètes, évidemment, on pourra toujours se poser la question, est-ce que ce sont des gaz naturels? Mais j'imagine que les astrophysiciens qui sont beaucoup plus brillants que moi vont être en mesure de décanter ce qu'on observe dans l'atmosphère de ces autres planètes et de déterminer éventuellement la possibilité que ces gaz-là soient produits par une forme d'industrie sur cette planète-là et qui serait bien sûr un grand indicateur de la présence d'une civilisation avancée. Quand on y pense, l'univers continue de croître. Oui. L'univers a été créé il y a 14,5 milliards d'années. Puis écoute, il est toujours en expansion. On dit qu'elle est infinie, mais l'infini n'a pas fini de croître. Ouais, c'est ça. Donc, je vais toujours me rappeler, Yannick, et ça m'avait frappé, ça. Puis je n'ai pas l'explication. Tu sais, quand tu dis comme les grands mystères de l'univers, puis quand t'es pas astrophysicien, là, il y a bien des choses qui nous échappent un peu. Moi, je me rappelle avoir dit, tu sais, des bêtises, on en dit quand on est étudiant. Puis je me rappelle avoir dit à un prof de physique à l'université que quand le Big Bang s'était produit dans le vide, là, tu sais, j'ai dit, il y avait quoi dans ce vide-là avant? Et il m'a répondu, il n'y avait pas de vide. C'est l'explosion qui a créé le vide. Et là, il a perdu tout le monde. Ouais, écoute, là, t'es assis, puis t'es comme étourdi un peu. Tu dis, attends, il n'y avait même pas de vide. Non. Tu sais, non, l'univers existe. Le vide fait partie de l'univers. OK, quand il explose dans quoi? Il explose. Tu sais, il n'y a rien. Et essaie de rationaliser ça. Une explosion qui se produit dans rien, qui crée du rien, tu sais, qui crée du vide, tu sais. Wow! C'est, à moins d'être astrophysicien et de bien maîtriser toutes ces notions d'astrophysique, pour un esprit cartésien, ça devient tout à fait abstrait. Et je me rappelle, ça avait fait sourire beaucoup d'étudiants que ma question soit posée de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est difficile de rationaliser cette grandeur-là et le concept lui-même de cette explosion, de ce Big Bang dans du rien qui crée du vide. All right, on parle du linceul. Ne partez pas. Si vous êtes à l'écoute, ne partez pas, là. On en a peut-être perdu plusieurs. Ne vous en faites pas. J'ai moi-même été perdu là-dedans aussi. On parle du fameux linceul de Turin. Il y a énormément eu d'informations concernant le linceul de Turin. Il y a eu des expertises qui ont été faites sur le linceul de Turin. Ça a été, c'est mystérieux, ce fameux linceul. Et là, on en sait peut-être un peu plus sur ce fameux linceul de Turin. Non, Yannick, on n'en sait pas un peu plus. C'est une stupidité, puis je tenais à en parler parce que j'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai dit, il faut que je parle de ça. Écoute,
Le suaire de Turin, tu l'as bien décrit, c'est ce linceul qui est conservé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, en Italie. C'est une longue pièce de tissu qui fait, grosso modo, 4 mètres 20, 4 mètres 30 de long, qui fait à peu près 1 mètre 10, 1 mètre 20 de large. Et donc, c'est une grande pièce de tissu qui a servi à envelopper le corps du Christ au moment où on le dépend. Évidemment, on accepte ici la version de l'histoire. Là. On ne fera pas un débat. Le Christ a-t-il existé? A-t-il été crucifié? Mais si on accepte cette version-là de l'histoire, au moment de descendre le Christ de la croix, on l'a enveloppé dans un long linceul avant de le placer au tombeau. Et c'est ce linceul qui est présenté, ou ce pseudo-linceul, entre guillemets, qui est présenté à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il est connu, historiquement parlant, il est connu dans cette forme-là, donc cette longue forme de linceul. Il est connu comme ça depuis le milieu du 14e siècle. Donc, il apparaît aux alentours de 1350. Il y a des gens qui disent, oui, il aurait pu exister plié sous d'autres formes, donner naissance à la légende au 4e, 5e siècle d'un linge avec le visage du Christ. Donc, si tu prends le linceul, tu le plies d'une certaine façon et que tu n'exposes que le visage, ça a pu donner naissance à cette légende du voile de Véronique, là, avec seulement le visage. Mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Ce que l'on sait, à tout le moins, c'est que le suaire, tel qu'on le connaît, tel qu'il est exposé à la cathédrale de Turin, date, on l'aperçoit pour la première fois, les premiers registres, les premières description du linceul date grosso modo de 1350. Et depuis, tu l'as mentionné aussi, c'est tout à fait vrai, il y a eu un nombre incalculable d'études qui ont été menées sur le tissu. Il faut quand même préciser que ces analyses ont été excessivement de surface. C'est-à-dire qu'on ne permettait pas aux gens de découper dans le tissu ou d'appliquer sur le tissu quoi que ce soit qui aurait pu endommager la relique. C'est sans aucun doute la relique la plus vénérée de tout le monde chrétien, là, cette histoire de linceul. Et puis, dans les années 70, il y a eu une très grande opération qui a été menée sur le linceul. On parle de 1977-78 à peu près, où là, une équipe multi-internationale s'est réunie à Turin. Ils ont eu accès au suaire. Évidemment, on ne pouvait pas endommager la relique, mais jamais de mémoire, on avait eu une équipe qui avait pu approcher autant du linceul. On a collé des adhésifs, par exemple, sur le linceul. On a pu obtenir des pollens, obtenir également des particules qu'on a analysées. Et tout ça nous révèle que le linceul, il a sur lui des pollens, des particules qui semblent indiquer qu'il a séjourné à un certain moment de son existence. Il aurait séjourné en Palestine, puisqu'on a trouvé des pollens qui sont apparemment originaires de plantes qui sont absolument indigènes de la Palestine ou de cette région-là du monde. L'élément le plus révélateur du suaire et qui a certainement fait fantasmer beaucoup de gens, c'est le fait qu'à partir de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, on a repris des photos là dans les années 30. D'abord, à la fin du 19e siècle, une première série de photos semblait indiquer, parce que le suaire n'avait jamais été pris en photo, la photographie n'existait pas. Et là, donc, il faut attendre qu'un certain Segundo Pia, fin du 19e siècle, prenne une photographie du suaire et au moment de développer la photo, il est frappé par l'homme du suaire parce qu'il a devant ses yeux le négatif de l'image. Et sur le négatif, on voit apparaître avec beaucoup plus de détails l'homme du suaire. Et là, il se dit, écoute, est-ce que finalement le suaire est un positif et pour bien le voir, il faut le placer en négatif et il faudra attendre les années 30 pour que de nouvelles photographies soient prises du suaire et qu'elles vont révéler davantage, de meilleure qualité, elles vont révéler davantage cet aspect-là que l'image du suaire est un positif. Donc, pour bien le voir, il faut le voir en négatif. Et ce qu'elle révèle également, c'est un aspect 3D. Et donc, si tu dis c'est une fraude qui aurait été fabriquée au Moyen-Âge, c'est quand même difficile d'imaginer comment des fraudeurs auraient pu penser de truquer un linge en y appliquant des éléments de type 3D, alors que les éléments de type 3D sont des préoccupations d'ordre photographique. Et ça, c'est très impressionnant. Mais malheureusement, il y a un os dans le fromage, il faut quand même le mentionner. 1988, on va permettre de couper un morceau du tissu pour une analyse au carbone 14. Cette analyse au carbone 14 sera faite par trois centres de recherche bien reconnus et les échantillons du suaire sont analysés avec d'autres éléments échantillons qui sont des mesures de talonnage et
les 3 laboratoires, sans se consulter, arrivent tous à la même conclusion. Le tissu date d'une époque à peu près là, entre la fin, aux alentours de 1260 et 1380. Donc, on a à peu près là, une période d'un siècle dans le qui correspond aux analyses au carbone 14. C'est pas facile à rejeter. Là, tu peux pas arriver du revers de la main puis dire moi j'y crois pas puis je mets ça de côté. Non, on a une analyse sérieuse menée par des laboratoires consensueux qui arrivent tous les 3 à la même conclusion que le suaire date du Moyen Âge. Ça ne nous oblige pas à rejeter toutes les autres analyses. Actuellement, c'est là où on en est. Une analyse au carbone 14 qui semble ramener le suaire au Moyen Âge. Les défenseurs du suaire, bien sûr, ont des explications. C'est vrai que le suaire, en 1532, a été essayé de retrouver au centre d'un incendie. Une goutte de plomb, d'ailleurs, du reliquaire est tombée sur le suaire, qui était plié dans la boîte. Et ça a fait un peu comme les enfants, quand ils découpent dans du papier, ils font des espèces de figurines. Et quand on le déplie, là, des espèces de serpentines. Et là, on voit comme une multiplication du personnage, là, découpé au ciseau, alors que, évidemment, cette goutte, lorsqu'elle est tombée sur le suaire, cette goutte de plomb l'a traversée de part en part. Donc, quand on a déplié le suaire, on a vu que la goutte de plomb avait fait pas mal de dommages, mais heureusement, elle n'a pas atteint le centre de l'image. Hein. Les dommages, si on regarde une image du suaire, vous allez voir que ces dommages sont plutôt au niveau des bras et sur les côtés. Et ensuite, le suaire a été confié aux sœurs Clarisse qui ont fait du rapiessage. Elles ont pris une nappe d'autel, elles ont découpé des tissus, elles ont bloqué les trous, mais les dommages restent quand même très apparents. Donc, les partisans du suaire vont dire, peut-être que le carbone dans le reliquaire a augmenté, ce qui fait que l'analyse au carbone 14 a pu être influencée par ça. D'autres disent que sur le suaire, il pouvait, comme on l'utilisait dans les ostensions publiques, on le présentait dans les cathédrales au cours des siècles, évidemment, la fumée des bougies s'est déposée sur le suaire. On a pris l'échantillon sur l'un des pourtours du suaire, donc c'était l'endroit le plus contaminé, puisque les gens, les moines et les prêtres le tenaient par cet endroit-là lorsqu'ils l'exhibaient devant le public. Donc tu vois, au moment où on se parle, il y a toute une école qui dit qu'il y avait sur le suaire des polluants, des contaminants qui ont pu fausser l'analyse au carbone 14. Inutile de dire que les scientifiques qui ont fait l'analyse du suaire ne sont pas de cet avis-là. Hein, ils sont prêts à admettre qu'il peut y avoir, il y a peut-être eu des contaminants. Les contaminants auraient pu altérer la date de l'analyse au carbone 14 de quelques dizaines d'années, voire peut-être un siècle en amont ou en aval, mais d'imaginer que l'analyse au carbone 14 aurait pu être faussée de 1500 ans, ça leur semble un peu exagéré. Néanmoins, on a ces 2 écoles-là qui s'opposent. Et là où j'en arrive à ma nouvelle, je vois passer ce truc-là cette semaine. Pour l'avoir vu le suaire, hein, je suis allé à Turin quand j'ai fait ma série à la recherche des reliques saintes. Et là, cette semaine, j'ai justement un nouveau livre qui sort en librairie qui s'appelle justement À la recherche des reliques saintes. Et j'ai un chapitre sur le suaire de Turin. Je l'ai eu sous les yeux, le suaire, pendant 2 heures. Je sais à quoi ressemble l'image du suaire. Et là, voilà que je vois passer cette semaine cet article où on nous dit, c'est une hypothèse qui a été proposée par un historien britannique qui s'appelle David Hawkins, et ce David Hawkins dit, voilà, l'homme du suaire pourrait finalement être une simple statue. Et là, je t'explique un peu l'hypothèse qu'il développe. Il dit, au 14e siècle, les moines d'une abbaye en Angleterre, qui s'appelle le Burton Abbey, on se trouve dans le Staffordshire, en Angleterre. Donc, au 14e siècle, les moines auraient fait une statue d'un personnage qui appartient un peu au comte du Graal, un personnage qu'on appelle le roi pêcheur. C'est lui qui était le gardien du Graal lorsque le roi Arthur a envoyé les chevaliers de la table ronde pour retrouver le Graal. Bon, là, selon les versions auxquelles on se réfère, mais il y a apparemment que Galahad qui va réussir à approcher de la relique. Mais quand il arrive près de la relique, il y a quand même un gardien qui est là. Et ce gardien, selon les contes du Graal, c'est celui qu'on appelle le roi pêcheur. Donc, selon la théorie développée par David Hawkins, les moines au 14e siècle auraient fait une statue de ce personnage, du roi pêcheur. Et là, à un moment donné, il aurait fallu restaurer
l'abbaye où il se trouvait, ils auraient enveloppé la statue d'un drap pour le mettre éventuellement dans une remise. Et au moment de retirer la statue, là, quelques années après, et ils ont enlevé le drap sur la statue, ben là, ils ont été surpris de voir qu'il y avait eu une réaction chimique entre la toile et la pièce de pierre, je crois que c'était de l'albâtre qu'on avait utilisé. Il y avait eu une espèce de réaction chimique et il y avait une espèce d'image du personnage du roi pêcheur qui s'était transféré sur le tissu. Et voyant un peu la ressemblance entre le personnage du roi pêcheur qui s'était transféré sur l'image, ils ont vu immédiatement une ressemblance avec le Christ et ils ont donc vendu à prix d'or la relique en faisant croire que c'était le linceul du Christ. C'est probablement l'une des histoires les plus imbéciles que j'ai pu entendre. Écoute, je vais minimiser mes mots, mais l'image du suaire, pour l'avoir vue, c'est pas ça. Si toi, Yannick, par exemple, tu prends un linge et tu le mets sur ton visage, là, imagine-toi que tu vas recouvrir tout ton visage, par-dessus les oreilles, tout ça, là, tu vas couvrir tout ton visage. Et imagine-toi que tu as de la peinture, là, et au moment où je vais retirer le linge, ben écoute, tu vas avoir des belles portes de grange, là. Tes oreilles vont se décoller, tu comprends? Je défais le tissu, là. Tes oreilles sont sur le bord de ta tête, mais le tissu, lui, malheureusement, il est en 2 dimensions seulement. Donc, à partir du moment où je le déplie, c'est d'ailleurs le même argument que les sceptiques, faut vraiment avoir des connaissances minimales pour nous sortir un truc aussi ridicule. Comme les sceptiques, eux, c'est un peu exactement la même chose. Ils prennent une espèce de sculpture ronde bosse, ils prennent de l'ocre rouge, une poudre à l'ocre rouge, tapote sur la statue, puis ils disent, ben voilà, on a une image qui ressemble au suaire. T'arriveras pas à créer cet effet 3D, parce qu'au moment où tu déplies ta couverture, les oreilles se ramassent de chaque côté de la tête, là. Ils sont plus placés, orientés le long de la tête, elles sont de chaque côté, comme des volets. Ça fonctionne pas. Et l'homme du suaire, faut-il le rappeler, je vois mal comment on aurait fait une statue du type, genre, voilà, je fais un roi pêcheur, mais mon roi pêcheur, je le fais coucher sur le dos, dans une position mortuaire, les mains sur le pubis. Quelle idée de faire une statue comme celle-là? C'est comme invraisemblable. Non, l'homme du suaire, c'est le Christ étendu sur le dos en position mortuaire. De 2 choses l'une. Ou bien il y avait vraiment le corps du Christ, ou bien on avait le corps d'une autre personne sur lequel on a moulé le linceul, je sais pas trop, tu sais, on aurait pu prendre quelqu'un, on va faire un martyr au Moyen-Âge, puis on va faire à croire que c'est lui le Christ, mais on va le couvrir de notre couverture, peu importe, puis je sais pas par quel procédé on aurait transféré l'image de l'homme, mais l'homme que l'on voit sur le suaire est un homme qui présente toutes les marques de la crucifixion, donc les trous au poignet, les marques d'une couronne d'épines. On voit également qu'il a été flagellé. Il n'a pas été flagellé par n'importe quoi, par un flabellum romain, donc une espèce de fouet à 3 lanières de cuir, avec à chaque bout des espèces de des petites haltères en métal qui s'incrustaient dans la peau. Donc, on voit très bien ça sur l'homme du suaire. Bref, l'homme du suaire, c'est clairement un homme qui subit les mêmes sévices que le Christ, d'un point à l'autre. Le trou au côté, les clous d'un poignet, la couronne d'épines, donc tout. Maintenant, à savoir, est-ce que c'était vraiment le Christ ou non, je le sais pas. Comment l'image s'est transférée sur le tissu, je le sais pas. Mais ce que je sais toutefois, c'est certainement pas le fait d'un transfert entre la pierre et le tissu. C'est pas non plus en tapotant avec de l'ocre rouge qu'on va réussir à faire ça. Si c'est une fraude du Moyen-Âge, ce que je n'exclus pas, il n'est pas interdit de penser que des alchimistes, que des gens super géniaux au Moyen-Âge aient trouvé le moyen de prendre une photographie. Je sais qu'on a découvert que certains alchimistes avaient, entre guillemets, découvert une forme de photographie en mettant de l'urine sur une pièce de tissu, et cette pièce d'urine, lorsqu'on la plaçait devant, cette pièce qui était imbibée d'urine, si on la mettait au soleil devant une pièce quelconque, par exemple un objet, il y avait comme une espèce de transfert de l'image qui se faisait. Mais on est loin de la photographie comme on le voit sur le suaire de Turin, là. Est-ce que des gens auraient développé cette technique-là de manière plus soutenue, de manière à réussir à créer une véritable image 3D? Je vois pas trop pour quelle raison on aurait fait ça. Il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse, Yannick. Mais j'en ai une ici, là. Cette idée-là, que l'homme du suaire puisse être le résultat d'un recouvrement d'une statue avec une guenille, ça marche pas. C'est de la folie.
Ça, c'est de la folie. Je sais pas ce qu'est le suaire. Je sais pas qui est derrière le suaire, qui a fait le suaire, s'il est une fraude ou s'il n'est pas une fraude. Je peux pas me prononcer. Mais une chose est certaine, c'est une relique qui a des caractéristiques qui sont renversantes. Et je le dis, j'insiste, c'est renversant. Donc, et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'explication satisfaisante pour justifier comment on aurait fait ces éléments 3D. Écoute, hein, pour te dire, là, je prends 10 secondes pour te dire ça, j'ai vu le suaire et à Rome, il y a des spécialistes en photogrammétrie qui ont pris une image du suaire et ils ont été chercher chaque élément 3D en fonction de sa luminosité. Ça peut paraître complexe, mais imagine-toi, on a simplement scanné le suaire et les points les plus éloignés étaient les plus pâles et les points les plus proches étaient les plus foncés. Et ils ont recréé cette image-là. Ils n'ont pas altéré l'image. C'est simplement une façon différente de prendre l'image. Et lorsque j'ai vu ça, je suis arrivé dans le laboratoire, j'avais devant moi, et j'ai montré de ces images-là, je les mettrai peut-être sur le site de Radio X. Il faut que les gens voient ça. J'avais l'impression d'avoir devant moi un homme étendu, en 3D. C'était clair, et ça peut pas être une peinture, c'est plus complexe que ça. J'ai pas de mots, là. Tu sais, je le dis, Yannick, et j'en parle avec... je revis un peu cette émotion. J'ai été simplement soufflé. Et je sais pas comment on a pu faire... Si c'est une fraude du Moyen-Âge, mais encore, j'insiste, hein, j'exclus pas cette possibilité-là. En fait, je l'exclus pas. C'est même celle que je favorise. Moi, t'es franc avec toi. Je favorise l'idée de la fraude. J'ai de la misère à imaginer Jésus qui laisse son empreinte sur une guenille, tu sais. Mais... j'essaie de demeurer le plus objectif possible. Et quand j'ai vu cette image-là de cet homme étendu devant moi en 3D, j'ai été soufflé. Et quand je parlais avec les experts du laboratoire, est-ce qu'ils ont altéré l'image pour faire ça? Non, c'est simplement une façon de prendre la photo en 3D où on regroupe les points et c'est un principe assez simple. Les gens qui font de la photographie et qui sont spécialisés dans la photographie 3D connaissent bien le principe. C'est simplement le point le plus éloigné devient le plus faible à l'image en luminosité, le plus proche devient le plus marquant et on dessine les traits en 3D. Et l'image du suaire correspond exactement à ça. Celle d'un homme étendu sur le dos, les jambes un peu repliées, les mains sur le pubis, avec toutes les caractéristiques 3D d'un homme décédé qui porte toutes les marques de la crucifixion. En terminant, mon cher Christian, j'ai appris cette semaine, parce que j'ai reçu un livre, que tu avais accouché d'un livre qui s'appelle « À la recherche des reliques saintes », un livre de Christian Page. On parle de 12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chasseur de vérité. Tabarnouche, t'as eu ça, toi? J'ai eu ça, j'ai commencé à le lire. Jusqu'à maintenant, j'adore. Puis j'ai vu que tu avais fait un passage à Denis Lévesque, là. Donc, j'ai écouté ça un peu. Ah ouais. Ah, t'es un petit curieux, toi. J'essaie de regarder, pendant que tu me parles, tu sais, j'ai le livre entre les mains, puis j'essaie de regarder, j'ai pas retenu si j'ai un chapitre sur le suaire de Turin, puis je me demandais si la fameuse photo en 3D, je l'avais mise dans le livre, et si elle est, on voit une photo, ah oui, justement, on la voit, si tu regardes je sais pas si tu as le livre entre les mains, là, mais c'est à la page 184, tu as une image de cet homme en 3D, c'est simplement renversant. Écoute, je sais pas quoi te dire. Quand j'ai vu ça, puis là, écoute, là, t'as simplement une image. Moi, je l'avais grandeur nature sous les yeux. Là. Tu sais, j'avais devant moi une espèce de plaque de verre, un peu comme un hologramme, et ça faisait à peu près 2 mètres de haut. L'homme du suaire mesure à peu près 1,70 m. C'était... Écoute, j'étais renversé. Écoute, quand j'ai fait cette série-là et j'ai fait le livre, inutile de dire que j'ai vu des véritables merveilles. J'ai vu des reliques qui sont placées dans des réserves de musées auxquelles les gens n'ont pas accès. J'ai eu la possibilité de tenir certaines de ces reliques entre mes mains. Dans certains cas, même, on a retiré les plaques de verre qui les protégeaient. Donc, tu t'imagines voir, par exemple, la Sainte-Lance de Longinus sans... elle est dans une vitrine à Vienne, mais quand on enlève les vitres, je l'avais devant moi, je pouvais y toucher. Tu sais, des trucs qui sont tout à fait invraisemblables. J'ai vu des trucs, puis on comprend que ces objets-là sont vénérés. La question à savoir s'ils sont authentiques ou non, je laisse les gens le découvrir en lisant le livre. Mais c'est sûr qu'on se pose cette question, sont-ils authentiques ou non? Mais au-delà de ça, ce sont des objets qui souvent, depuis des siècles, un siècle et demi, 1600 ans, 1500 ans, des objets qui sont vénérés par les fidèles comme étant des véritables objets de la passion ou même
Dans ce livre-là, je ne touche pas que les objets de la Passion du Christ, pas seulement les objets du Nouveau Testament, mais on parle également de tous les objets de la Bible, incluant l'Ancien Testament, ce que chez les Hébreux, on l'appelle chez les Juifs la Torah, le Pentateuque, les premiers livres de la Bible. Donc on parle par exemple de l'Arche d'Alliance, l'Arche de Noé, qui sont des objets fabuleux, mais qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, les objets du Nouveau Testament, la lance qui aurait percé le flanc du Christ, le linceul de Turin, le voile d'Oviedo, la tunique du Christ qui serait conservée à Trèves en Allemagne. Donc j'ai un peu couvert ça, mais essentiellement sur le plan historique. Donc, ce livre-là n'est pas un livre de religion, c'est un livre d'histoire et on plonge au cœur de ces objets-là. On essaie de déterminer leur authenticité, d'où ils viennent, comment ils ont circulé, où sont-ils aujourd'hui, si certains d'entre eux le sont. Les gens découvrent en lisant ce livre-là, je parlais avec des amis cette semaine, les gens découvrent que la Sainte Couronne était conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris et peu de gens savent que lorsqu'il y a eu l'incendie en 2019, le mot d'ordre des sapeurs-pompiers était pas de sauver la cathédrale, c'était de sauver la couronne. La couronne se trouvait dans une pièce qu'on appelle les trésors de la cathédrale. Donc, dès que l'incendie s'est déclaré en 2019 à la cathédrale Notre-Dame, la première chose que les sapeurs-pompiers ont fait, c'est de se frayer un chemin vers le cœur de la cathédrale pour pouvoir sauver la Sainte Couronne. Une fois la Sainte Couronne sauvée, là, on pouvait passer au reste. Mais au départ, bien sûr, il fallait sécuriser les lieux, on n'a pas mis la vie des pompiers en danger, là. Mais à partir du moment où les pompiers pouvaient se glisser à l'intérieur de la cathédrale, leur mission première était de sauver la Sainte Couronne. Et aujourd'hui, la Sainte Couronne est conservée au musée du Louvre et on espère bien que lorsque il y aura restauration complète de la cathédrale, la Sainte Couronne retournera là où elle est, ou là où elle doit être. Mais c'est une histoire fabuleuse, c'est l'histoire de cette couronne. Hein? Elle passe de Constantinople, elle tombe après le sac de Constantinople en 1204, elle tombe entre les mains des Vénitiens, parce qu'il faut savoir que durant les croisades, le sac de Constantinople vient du fait que les Vénitiens avaient financé les premières croisades, et ils ont voulu être remboursés. Le pape a refusé, et là, éventuellement, ça a dégénéré sur une guerre civile, et les gens qui ont fait durant cette espèce de guerre civile, il y a des soldats, il y avait les Templiers, mais il y avait d'autres groupes de soldats, là, des moines soldats, qui ont participé aux croisades, donc des chevaliers croisés. Certains se sont mis du côté des Vénitiens, d'autres se sont mis du côté du pape. Ça a entraîné un sac de la ville de Constantinople. Et à l'issue de ce sac, les Vénitiens ont réussi à mettre la main sur la Sainte Couronne et la ramener au palais des Doges à Venise. Le roi Louis IX, ayant entendu parler que les Vénitiens avaient la Sainte Couronne, il s'est assuré de la racheter aux Vénitiens. Il a payé pour l'achat de la couronne une somme d'argent équivalente à peu près à tous les le trésor de l'Empire de France. Et après ça, il est allé chercher la couronne au château de Vincennes. Il s'est déshabillé. Il a revêtu des linges excessivement simples. Il était littéralement habillé en mendiant, nu-pied. Il a ramené la Sainte Couronne à Paris. Pour la Sainte Couronne, il a fait construire la Sainte-Chapelle, qu'on peut voir d'ailleurs à 2 pas à peu près de la cathédrale Notre-Dame. La Sainte-Chapelle, les gens voient ça, c'est un monument qui est magnifique, c'est comme une espèce de grande église, mais la plupart des gens ignorent que cette grande église-là n'était construite que pour une chose: renfermer la Sainte Couronne. C'est un écrin pour mettre la Sainte Couronne. Et quand on regarde la couronne aujourd'hui, écoute, je t'en parle avec passion, là, mais quand on regarde la couronne aujourd'hui, on a une espèce de couronne qui est faite avec des joncs, une espèce de jonc tressé avec des branchages. Et là-dedans, il n'y a pas d'épines. Pourquoi? Parce qu'à partir du 13e siècle, les rois de France ont donné des épines à d'autres souverains d'Europe pour s'assurer qu'il y ait des espèces d'allégeance, tu comprends? Et la Sainte Couronne était tellement vénérée que si un souverain ailleurs dans le royaume de France avait une épine, on lui donnait une épine, évidemment, il assurait au roi qu'il allait être de son côté s'il advenait des troubles ou des chamailleries. Donc, c'est tout à fait extraordinaire l'histoire de cette couronne et écoute, je l'ai eu entre les mains, je l'ai vu, chaque fois qu'elle sort, c'est fabuleux. Okay. Écoute, je pourrais t'en parler, mais on en reparlera un autre moment, parce que là, je vois que le temps file. Oui, monsieur. Donc, ton livre, Christian Page, à la recherche des reliques saintes, 12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chasseur de vérité, il est disponible maintenant? Oui, absolument, il est disponible depuis mercredi. Courte pause, on vient. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X.
19h10, on est vendredi 1er avril 2022. J'espère que vous n'êtes pas fait avoir par un poisson d'avril. Je vous le souhaite du moins. Il y en a plusieurs qui se sont fait avoir avec mon truc. Je demandais aux gens de me rappeler un tel numéro puis y appeler à l'Aquarium de Québec. Hey, Christian, qui était le trappeur fou de la Rat River? Tu nous as préparé une capsule. Absolument. Donc, un personnage assez mystérieux qui va donner naissance à une espèce de légende, mais qui également va entraîner dans cette histoire des premières au Canada. C'est la première fois où on va faire appel, par exemple, à un avion pour essayer de localiser un criminel en fuite. C'est la première fois également que la GRC va faire appel à une espèce de police internationale pour découvrir l'identité de l'homme en question à partir de ses empreintes digitales. Donc, qui était le mystérieux trappeur fou de la Rat River? Alors, on écoute ça, puis on s'en reparle après. Nous sommes à Eagle River, au Yukon, le 17 février 1932. Alors qu'il longe la rivière, l'inspecteur Alexander Ames et l'agent Sid May de la Gendarmerie royale du Canada réalisent que le bruit de la fusillade est maintenant tout près. Quelques mètres encore, et ils débouchent sur un surplomb qui leur donne un point de vue imprenable sur le chenal qui s'ouvre devant eux. Sur l'autre rive, ils voient leurs collègues se déployer en demi-cercle. Puis, un peu plus loin, la silhouette d'un homme qui se faufile sur le sérac. C'est Albert Johnson, un dangereux criminel en fuite. Quelques coups de feu se font entendre, puis le fugitif plonge face contre terre. Sans même se relever, il riposte en direction des agents fédéraux. Dans le ciel, un avion, un Belenka monoplane, décrit des cercles pour signaler la position de Johnson. D'où il se trouve, Ames et May voient le fugitif qui tente de s'enterrer sous la neige. Puis, c'est le cessez-le-feu. Seul le vrombissement de l'avion et les aboiements des chiens de traîneau résonnent dans la vallée. 20 minutes passent sans un seul coup de feu. L'agent May sait que l'attente ne pourra pas durer éternellement. Malgré sa canadienne, le froid commence à l'engourdir. Il se doute bien qu'il en est de même pour ses compagnons. Avec une température qui oscille à moins 35 degrés, chaque minute compte. À moitié courbés, lui et Ames entreprennent de se rapprocher. Au fur et à mesure qu'ils avancent, la silhouette d'Albert Johnson se fait plus précise. L'homme gît face contre terre, immobile, la main toujours refermée sur son arme, une puissante carabine de calibre 30-30. Est-il inconscient? Mort? Ou est-ce une autre de ses ruses? À 10 mètres de lui, l'inspecteur Ames épaule son arme pendant que Sid May s'avance lentement jusqu'à le toucher du bout du pied. Sur le manteau de toile de Johnson, de grandes taches rouges montrent qu'il a été atteint de plusieurs balles. L'agent May le retourne. Son visage est figé dans une dernière grimace, grotesque. Albert Johnson est bel et bien mort. L'une des plus incroyables chasses à l'homme de l'histoire du Canada vient ainsi de prendre fin. Et avec elle, naît une nouvelle énigme. Qui était Albert Johnson, le trappeur fou de la Rat River? L'affaire du trappeur fou de la Rat River
est l'une des plus grandes énigmes policières canadiennes. Qui était cet Albert Johnson? D'où venait-il? Qu'est-ce qui a poussé ce trappeur solitaire à devenir l'assassin le plus recherché du pays? Comment une banale dispute au sujet de quelques pièges a-t-elle pu dégénérer en une chasse à l'homme sanglante? C'est là le grand mystère du trappeur fou. Au début des années 1930, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont sous la juridiction de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. C'est un immense territoire, presque désertique, où les prospecteurs se croient au-dessus des lois et où la chasse est trop souvent synonyme de braconnage. À l'été de 1931, la GRC à Aklavik, dans les territoires du Nord-Ouest, apprend qu'un curieux voyageur vient de débarquer à Fort McPherson, un village situé à la limite du cercle arctique. Il est arrivé par la rivière sur un radeau de fortune et il semble avoir un peu d'argent. À l'époque, en pleine dépression, beaucoup d'aventuriers se rendent dans les territoires du Nord dans l'espoir d'y faire fortune. L'homme, qui parle avec un léger accent scandinave, prétend se nommer Albert Johnson et raconte qu'il a l'intention d'aller s'installer au nord, près de la Rat River. Pour l'heure, les autorités n'ont rien contre Albert Johnson, mais on souhaite quand même l'interroger pour connaître ses intentions. Dans ces régions nordiques, la GRC veut s'assurer que les trappeurs sont suffisamment organisés pour affronter la nature hostile. Trop d'aventuriers ont mis leur vie en danger et celle des secouristes parce qu'ils avaient sous-estimé ces étendues inhospitalières. On ne souhaite pas qu'Albert Johnson devienne l'énième de ces aventuriers imprudents. C'est le constable Edgar Millen qui est chargé de se rendre à Fort McPherson pour y rencontrer le voyageur. Arrivé sur place, l'agent apprend que Johnson se trouve au magasin général. C'est là que le premier face-à-face a lieu. Visiblement, Johnson n'est pas du genre bavard. Il se contente de dire qu'il s'appelle Albert Johnson et qu'il ne cherche pas de démêler avec la justice. Il ajoute qu'il a passé l'été précédent dans les prairies et qu'il est venu par la rivière Peel. Et lorsque l'agent Millen l'informe que la chasse dans les territoires du Nord requiert un permis, Johnson feint de n'avoir rien entendu. Après cette rencontre, Johnson part s'installer plus au nord. Il se construit une cabane et pendant un certain temps, il se fait discret. Les gens savent qu'il est là, mais comme il s'occupe de ses affaires, personne ne s'en formalise. Mais cela ne va pas durer. En décembre, Millen apprend que Johnson se montre particulièrement hostile envers les autochtones Gwich'in, qui tentent de l'éviter parce qu'il les menace et les terrorise. Lorsque 3 d'entre eux se plaignent que Johnson intervient dans leur piège, Millen envoie alors les gendarmes Alfred King et Joseph Bernard pour faire l'enquête. L'affaire peut paraître anodine, mais il faut considérer que la plupart de ces trappeurs s'en remettent à leur piège pour assurer la subsistance de leur famille. Avec, pour seul moyen de locomotion, leur attelage de chiens, les 2 policiers mettent 2 jours pour franchir les 40 kilomètres séparant leur poste d'Arctic Red River à la cabane de Johnson. Malgré de la fumée qui s'échappe de la cheminée, preuve que Johnson est bel et bien là, l'ermite refuse obstinément d'ouvrir aux agents. Il fait comme s'il n'était pas là. Devant ce refus, les policiers se rendent au poste d'Aklavik, le quartier général de la GRC, afin d'obtenir du renfort et un mandat de perquisition. Le 31 décembre 1931,
Accompagnés des gendarmes Lazarus Siticilius et Robert McDowell, les agents King et Bernard retournent à la cabane où ils sont accueillis par des coups de feu. Le gendarme King est atteint au côté, mais réussit à ramper à couvert. Un échange de tirs s'ensuit, mais Johnson reste intraitable. Plus de 700 coups de feu sont tirés. Devant la gravité de la situation, la troupe préfère rebrousser chemin. Cette fois, Johnson devra répondre à des accusations de tentative de meurtre. À Aklavik, l'inspecteur Alexander Hames, commandant du West Arctic Sub-District de la GRC, réunit 9 hommes, parmi lesquels se trouve l'agent Edgar Millen, le seul à avoir eu un face-à-face avec l'inquiétant Albert Johnson. Le 9 janvier 1932, les policiers, accompagnés des trappeurs Karl Gurdlund, Nuckland et Ernest Sutherland, de 42 chiens et de 8 kilos de dynamite, retournent à la cabane de Johnson. Contre toute attente, le trappeur est toujours là. L'inspecteur Ames lui crie que le constable King va se remettre de ses blessures et le somme de se rendre avant que la situation ne dégénère davantage. Peine perdue. Le forcené répond en ouvrant le feu sur les policiers. Le siège perdure de longues heures. En désespoir de cause, Ames demande à ses hommes de lancer des bâtons de dynamite sur l'habitation de Rondin. Les premières déflagrations causent peu de dommages. Il fait tellement froid que la dynamite n'explose pas. Les policiers doivent placer les bâtons sous leur manteau pour les réchauffer. Drôle de façon de ressusciter de la dynamite, mais cela porte fruit. Un nouveau bâton tombe sur le toit qui souffle une partie de la cabane de Johnson. Mais l'ermite refuse de se rendre. Il ouvre le feu en direction de Ames pour bien montrer qu'on ne le prendra pas vivant. Après un siège de 15 heures, transi par le froid qui, avec un facteur éolien, avoisine les moins 90 degrés, l'inspecteur Ames décide de retourner à Aklavik pour se réapprovisionner. Le 16 janvier, 21 hommes, dont 12 Amérindiens Gwich'in, retournent à Rat River. Mais Johnson a pris la fuite, probablement vers le nord-est, où il compte sans doute traverser la frontière de l'Alaska. Avec d'importantes réserves de nourriture, le constable Millen, le sergent R.F. Riddle, un milicien des gardes nationaux canadiens, et 2 trappeurs aguerris, Noël Verville et Karl Gurdlund, se lancent à la poursuite de l'insaisissable Johnson. À travers le Canada, la traque à Albert Johnson est devenue l'événement du jour. Le Toronto Globe titre « Un trappeur échappe à la police montée. Le maniaque en fuite. » et le Vancouver Sun tire sur 3 colonnes « La GRC aux prises avec un trappeur fou. » On raconte que dans les territoires du Nord-Ouest, la vente des radios, qui s'impose de plus en plus comme la source numéro 1 d'information, monte en flèche. On veut tout savoir sur cette chasse à l'homme qui s'annonce comme sans précédent. Le 29 janvier, les hommes découvrent le bivouac du fugitif. En silence, ils s'approchent, espérant le prendre par surprise. Mais au dernier moment,
Johnson les aperçoit et ouvre le feu. Les balles sifflent dans tous les sens. Millen et ses compagnons courent se mettre à l'abri. 2 heures passent. Derrière un vieux tronc couvert de neige, Millen se dit que Johnson est peut-être blessé ou mort. Lentement, il se redresse. Toujours rien. Il crie aux forcenés de se rendre. En guise de réponse, Johnson ouvre le feu de nouveau. Une fusillade éclate. Millen est atteint en plein cœur. Il s'écroule dans la neige devant ses compagnons horrifiés. À la tombée de la nuit, Johnson en profite pour reprendre la fuite. Maintenant, il est devenu un meurtrier. Le sergent Riddle décide de retourner à Aklavik pour informer ses supérieurs de la mort de Millen. Pendant ce temps, Verville et Gertlund confectionnent une plateforme pour protéger le corps de leurs compagnons des prédateurs et retournent à leur propre campement, situé à 8 kilomètres. Informé de la fusillade mortelle, l'inspecteur Ames est décidé cette fois à mettre tout en œuvre pour arrêter Johnson. L'annonce de la mort de l'agent Millen est relayée par radio à travers le Grand Nord, puis bientôt à travers tout le pays. Albert Johnson est devenu l'ennemi public numéro 1, même si l'appellation n'a pas encore fait son apparition dans la presse judiciaire. Le 5 février, les trappeurs Verville et Gertlund retournent au dernier campement connu de Johnson, théâtre du meurtre de l'agent Millen, mais le fugitif n'est nulle part. Ils explorent les environs, puis remontent un ravin de 15 km jusqu'au pied des monts Richardson. L'inspecteur Ames, le responsable des opérations, comprend alors que les méthodes traditionnelles ne donneront aucun résultat. À ce stade, il doit enrôler des trappeurs de la région pour seconder ses hommes sur le terrain. Mais c'est encore insuffisant. Il se tourne donc vers l'armée pour obtenir un système de communication tout-terrain, une technologie jusque-là réservée qu'aux seules forces militaires. Il demande aussi l'utilisation d'un avion pour pouvoir suivre du haut des airs la progression de Johnson à travers les bois. Ce genre de traque aérienne est du jamais vu. C'est d'ailleurs si nouveau que le ministre de la Justice à Ottawa doit donner son aval au projet. Le même jour, un pilote de brousse et vétéran de la Première Guerre mondiale, Whoop May, se joint aux recherches. C'est la première fois au Canada qu'un avion est utilisé dans une chasse à l'homme. Albert Johnson est aux abois. Il sait maintenant que sa tête est mise à prix. Pour tromper ses poursuivants, il s'efforce de marcher dans des pistes de caribous, mais inexorablement, l'étau se resserre. À ce moment-là, Johnson est passé au Yukon et continue à avancer. Personne n'aurait pu imaginer qu'il irait si loin. Ces territoires sont très inhospitaliers, avec une température qui frôle les moins 100 degrés Celsius avec le facteur éolien. Qui plus est, Johnson ne peut pas faire de feu pour se réchauffer, de peur de renseigner ses poursuivants sur sa position. Le 13 février, il est aperçu près de Eagle River. Aussitôt, la troupe de l'inspecteur Ames, des militaires, des policiers et des trappeurs se lance à ses trousses. Du haut des airs, Whoop May indique la route à suivre. 4 jours plus tard, Johnson est encerclé. Il tente de distancer ses poursuivants en traversant le lit de la rivière entièrement gelé. Mais des deux côtés de la rive, les hommes de l'inspecteur Ames se déploient. Une fusillade éclate. Un militaire, le sergent Earl Hershey, est atteint à un genou. Les hostilités sont ouvertes et tous savent qu'il n'y aura pas de quartier.
Puis, les armes se taisent. Seuls les chiens, unique moyen de transport sous ces latitudes arctiques, continuent d'aboyer. Dans le ciel, le Belenka de Wopme décrit des cercles au-dessus du fugitif qui, pour l'heure, gît sur le ventre, immobile. Albert Johnson, le trappeur fou de la Rat River, a été atteint de 17 coups de feu. L'un d'eux l'a touché au dos, lui sectionnant la colonne vertébrale et la moelle épinière. Dans son sac, les policiers trouvent 32 pilules, 2410 $ en gros billets, en dollars canadiens et américains d'une valeur approximative de 60 000 $ aujourd'hui, une hache, un compas et 2 bocaux en verre, un contenant 5 perles et l'autre 7 dents en or. Johnson a également en sa possession une carabine Winchester de calibre 22, un modèle 99 Savage, une carabine de calibre 30-30, 39 douilles de calibre 30-30, 84 douilles de calibre 22 et 4 cartouches à plomb. Mais les agents ne trouvent aucun document qui pourrait les éclairer sur l'identité et le passé de cet homme qui disait s'appeler Albert Johnson. Depuis cette héroïque chasse à l'homme, l'identité d'Albert Johnson est devenue un mystère historique, comme l'identité de Jack l'Éventreur ou celle du tueur du Zodiaque. Qui était Albert Johnson? Et pourquoi cet ermite acariâtre est-il soudain devenu un assassin? Les motivations d'Albert Johnson restent très nébuleuses. Depuis des années, une poignée de Sherlock Holmes en herbe cherche à savoir le pourquoi de ses comportements meurtriers. À partir des preuves colligées, tout ce que l'on peut dire avec certitude de cet individu, c'est qu'il était un solitaire. Un homme qui avait choisi de s'installer dans les territoires du Nord pour s'isoler de la civilisation. Puis, par un concours de circonstances, il s'est retrouvé face à la justice. Or, plutôt que de faire face à la musique, il a préféré répliquer en ouvrant le feu sur les policiers. Pourquoi a-t-il réagi ainsi? C'est là toute la question. Certains ont prétendu qu'il avait peut-être des antécédents criminels aux États-Unis ou ailleurs et qu'il essayait de fuir la justice. Le scénario est vraisemblable, mais cela n'a jamais été prouvé. À l'époque, beaucoup d'agents de la GRC pensaient que Johnson essayait de leur dissimuler quelque chose ou encore que Johnson croyait que la GRC avait découvert certains faits à son sujet, ce qui n'est pas le cas. Alors pourquoi cet homme a-t-il choisi d'abattre l'agent Mellon et de faire feu sur le constable King? Nous l'ignorons. Et même si depuis on l'a surnommé le trappeur fou, les éléments d'enquête prouvent au contraire qu'il s'agissait d'un homme excessivement rusé et intelligent. Tout le contraire d'un fou. Après la mort de Johnson, les autorités ont fait parvenir ses empreintes digitales à Ottawa et à Washington, D.C. Hélas, sans succès. À cette époque, la GRC avait aussi en main une série de rapports concernant la présence d'un autre étranger, trappant dans la région de Mayo, au Yukon. L'homme, qui disait s'appeler Arthur Nelson, était d'un tempérament plutôt renfrogné, parlait avec un accent scandinave et affirmait avoir été élevé sur une ferme du Dakota, aux États-Unis. Entre 1927 et 1931, ce Arthur Nelson aurait été aperçu à maintes reprises au sud de Dawson. Puis, en mai 1931, il aurait été vu pour une dernière fois à Keno. C'était 2 mois avant qu'Albert Johnson ne fasse son apparition à Fort McPherson, dans les territoires du Nord-Ouest, à 400 km de Keno.
Aujourd'hui, la plupart des experts, incluant ceux de la GRC, croient que Arthur Nelson et Albert Johnson ne faisaient qu'un. Mais cela ne nous en apprend guère davantage sur le passé d'Albert Johnson ou Arthur Nelson et sur ses motivations. Après la mort de Johnson, son corps a été ramené à Aklavik où le docteur Urquhart a procédé à son autopsie. Il a pris une foule de mesures, il a dénombré ses blessures et noté chacune de ses marques de naissance. Il a aussi fait une empreinte dentaire. Le corps a ensuite été inhumé dans une tombe anonyme à Aklavik. Personne n'a jamais réclamé le corps, et cela malgré le fait que les autorités aient largement diffusé une description de Johnson, tant au Canada qu'aux États-Unis. Quelques années plus tard, on ignore quand exactement, quelqu'un est venu déposer sur sa tombe, en guise de monument funéraire, une bûche sur laquelle on avait gravé les initiales AG pour Albert Johnson. Mais en dehors de cette initiative, il n'y a jamais rien eu d'autre pour marquer l'endroit où a été enterré Albert Johnson. L'auteur canadien Dick North, qui a passé 20 ans à enquêter sur le trappeur fou, croit que derrière cet Albert Johnson, alias Arthur Nelson, se cachait en réalité Johnny Conrad Johnson. D'après North, Johnson, né en 1898 en Norvège, aurait grandi dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, où ses parents avaient immigré alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Jeune adulte, il aurait été incarcéré dans 3 pénitenciers différents pour des crimes divers, incluant braquage et vol de bétail. Il aurait gagné le Canada en 1929. Cette hypothèse présente toutefois une sérieuse lacune. En comparant les empreintes digitales d'Albert Johnson, une fois son cadavre ramené à Aklavik, à celles de Johnny Johnson, archivé au département américain de la justice, les autorités n'ont trouvé aucune correspondance. Dick North soutient qu'il y aurait eu des erreurs dans la prise des empreintes. On aurait mélangé les empreintes de la main droite à celles de la main gauche, d'où, à l'époque, l'incapacité des autorités à identifier le suspect. Le scénario est possible, mais reste à prouver. Albert Johnson, Arthur Nelson ou John Johnson, le mystère de l'identité du trappeur fou de la Rat River semble aussi insondable que la Sainte Trinité. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Alors voilà, vous venez d'entendre la capsule du trappeur fou de la Rat River. Je peux te dire, Christian, que je trouve cet homme-là tout à fait mystérieux. C'est un homme énigmatique. Comment faisait-il pour rester dans la forêt, dans des températures qui avoisinaient les moins 40 degrés? Moi, c'est le moins 100. À un moment donné, dans le rapport les rapports des policiers, il fait à l'extérieur moins 42. Le rapport policier, il fait moins 42, mais il y a comme des vents, hein, il y a un blizzard. Et avec le facteur éolien, on frise le moins 100 degrés, là. Écoute, bon, je sais, tu me diras, tu te mets à l'abri du vent, tu sens pas moins 100, mais c'est pas grave. Tu sais, quand le vent te caresse la joue, là, à moins 100 degrés, là, c'est un peu fatigant. Ouais, un homme seul, un si bon tireur, un gars excessivement bien entraîné qui était capable de rester dans le bois sans nécessairement avoir besoin de d'autres choses. Puis comme je l'ai mentionné dans la capsule, il pouvait pas vraiment faire de feu parce que la fumée aurait attiré l'attention sur lui. Donc il devait trouver le moyen de se mettre à l'abri, de se protéger du vent.
éventuellement se réchauffer d'une manière ou d'une autre, parce que bon, l'hypothermie le guettait à tout instant. C'est quand même assez surprenant comme histoire. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est la première fois qu'on a utilisé un avion. C'est la première fois que dans une chasse à l'homme, qu'on a utilisé des radios qui étaient essentiellement réservées aux communications de l'armée. Et c'est la première fois où on a envoyé des empreintes dans un premier temps à Ottawa, mais ensuite de ça, on a contacté les services de renseignement aux États-Unis, le FBI naissant à l'époque. Et également, on a fait une recherche en Europe pour essayer d'identifier le bonhomme. Et on n'a pas réussi à trouver qui il était. Et là où je voulais en venir avec le rebondissement 2021, ben écoute, on sait où il a été enterré, ce Albert Johnson, et bon, qu'il se soit appelé Albert Johnson ou Arthur Nelson, comme je disais dans la capsule, parce qu'on le réfère à un autre personnage, également un autre trappeur qui aurait également un type un peu acariâtre, qui était un peu bougon, et puis à un moment donné, ce bonhomme-là, Arthur Nelson, disparaît. On est toujours dans les territoires du Nord, et il disparaît, et puis à peu près au même moment, on voit arriver à Fort McPherson, on voit arriver ce Albert Johnson, donc on suppose qu'il pourrait s'agir du même personnage. En 2007, Yannick, on a déterré le bonhomme en question, le Albert Johnson. On a pris des mesures, bon, on a retrouvé ses restes squelettiques, on a pris des mesures anthropométriques là, sur son visage, la mâchoire et tout le reste, et on a fait également des prélèvements de tissu pour comparaison ADN. Ce qu'on a relevé en 2007 n'a pas permis de faire un séquençage effectif de l'ADN qu'on avait prélevé. Et il n'était pas question d'exhumer à nouveau le corps pour prendre de nouveaux échantillons. En 2017, à partir des échantillons qu'on avait, en fonction de l'évolution qui était survenu depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'ADN, on a essayé de faire un nouveau séquençage de l'ADN. Et là, encore une fois, on n'a pas réussi à tirer un bon profil. Donc, on a mis ça de côté. Et puis, voilà la nouvelle. 2021, donc à l'automne, il y a quelques mois à peine, on a réussi à faire un séquençage en question de ce Albert Johnson. Et là, on a comparé, là, on avait un bon séquençage. On a comparé dans un premier temps, bon, d'un suspect, je l'ai mentionné dans la capsule, il y a un auteur canadien, Dick North, qui supposait que Albert Johnson pouvait être un certain Johnny Johnson, qui aurait émigré des pays scandinaves, dont les parents auraient émigré des pays scandinaves, se serait installé aux États-Unis. Il aurait eu une carrière de petit criminel, et puis après ça, c'est toujours selon la version de Dick North, le bonhomme en question serait venu au Canada et ça aurait été notre fameux Albert Johnson. On avait eu une prise des empreintes digitales qu'on avait comparées avec Johnny Johnson. On n'avait pas trouvé de correspondance. Encore une fois, Dick North avait trouvé une explication en disant c'est parce qu'on a confondu la main gauche à la main droite, etc., etc. Maintenant, on le sait, séquençage 2021. On a comparé ce séquençage-là d'abord dans un premier temps à Johnny Johnson, dont on avait également un séquençage, on avait des descendants, donc de la famille Johnson en question. On a comparé l'ADN, ça ne correspond pas. Donc notre Albert Johnson n'était pas lié de quelque manière que ce soit à ce petit criminel Johnny Johnson. Mais néanmoins, on a réussi, grâce à ce séquençage-là, à retrouver non pas un parent direct, mais un ancêtre de Albert Johnson. On sait que dans la lignée, parce que bon, quand on regarde les banques génétiques, on a réussi à retrouver quelque part les grands-parents ou les arrière-grands-parents de notre fameux Albert Johnson. On sait que quelque part dans le lignage, il y a eu dans ses parents un type qui s'appelait Gustav Magnusson, qui est décédé en 1853 et qui lui était marié avec Britta Sunddotter, et elle est décédée en 1846. Quelque part, là, ce couple-là, M. Magnusson et Sunddotter, ont eu des enfants, et de ces branches-là, on ne sait pas laquelle, mais de ces branches-là, ce sont des gens qui vivaient en Suède. De ces branches-là est né Albert Johnson. Donc, on est capable maintenant de le relier par ses arrière-grands-parents, là. On est capable de le relier à des gens qui ont vécu en Suède. Mais on n'a pas réussi à identifier, grâce aux banques génétiques, on n'a pas réussi à identifier un parent plus proche. Mais on sait que quelque part, la famille de Albert Johnson venait de Suède. Mais on n'a pas rien trouvé d'autre. Et ça date de quelques mois à peine. Ça a été fait cet automne 2021. Donc l'automne qui vient de passer, qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le Albert Johnson. Mais mis à part
cette filiation qu'on est capable de trouver avec Gustav Magnusson puis Britta Svendotter, on n'arrive pas à en savoir davantage sur le personnage. Mais il avait quand même une certaine formation, là. Je veux dire, c'était un excellent tireur, c'était quelqu'un qui était capable de bien chasser, mais pour être capable d'être aussi précis sur des cibles humaines... Ben, moi, ce que l'on sait, moi, quand j'avais fait le reportage, je me rappelle, en 2001-2002, j'avais eu la chance de faire une entrevue avec une historienne de la GRC, qui, eux, ont conservé, les objets qui appartenaient à Albert Johnson sont conservés dans un musée de la GRC, là, je pense dans Saskatchewan. Ils ont l'arme à feu, les raquettes, donc plein d'objets qui appartenaient à Albert Johnson. Ce qui semble clair quand on regarde sa réaction, c'est un bonhomme un peu acariâtre, il s'entend pas bien avec les gens, un peu bougon entre guillemets, mais il devient agressif, là, en fait, de manière meurtrière, uniquement avec les forces de l'ordre. Tu sais, il se dispute avec les autochtones locaux, il se dispute avec les gens de Fort McPherson. On est d'accord avec ça. Mais vraiment, il va lever les armes essentiellement lorsqu'on essaie de l'arrêter, lorsque les policiers se rendent chez lui. Visiblement, notre Albert Johnson avait une dent contre les autorités. Mais on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est la position de la GRC. C'est clair que le bonhomme en a contre les autorités ou contre l'autorité en particulier. Même si c'est un bonhomme qui est un peu asocial, mais c'est vraiment contre les autorités qu'il en avait. C'est seulement à partir de là où les autorités se présentent chez lui qu'il va lever son arme et qu'il va faire feu en direction des agents. Personnage énigmatique pour lequel on n'a pas de réponse. Et maintenant qu'on a un séquençage ADN qui sait... Dans quelques années, peut-être, ces comparaisons nous permettront peut-être de trouver un parent beaucoup plus proche d'Albert Johnson et de cette manière-là, pouvoir retracer un peu son historique de vie. Mais là, pour l'instant, on est limité à ça. On sait qu'il est quelque part originaire ou la famille était originaire de la Suède. On revient dans 2 minutes. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Alors, on vous rappelle que le nouveau livre de Christian Page est disponible dans toutes les bonnes librairies. Christian Page à la recherche des reliques saintes, 12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chasseur de vérité. Écoute, Yannick, le vendredi saint, 15 avril, on sera en onde. Oui. Et je te propose qu'on se fasse une émission spéciale, justement. On est le vendredi saint. On se fera une émission spéciale, justement, sur les reliques saintes. Je te parlerai de quelques-unes d'entre elles. Puis des petites anecdotes de voyage qui sont pas dans le livre, mais qui méritent d'être discutées. Voilà. Parce qu'il y a des trucs, écoute, il y a des trucs qui sont franchement incroyables. Des trucs qui me sont arrivés. Ça n'avait pas place dans le bouquin. Mais écoute, c'est croustillant comme anecdote. Christian, question d'un auditeur, peut-on voyager plus vite que la lumière? Écoute, on va faire ce cours. La réponse est non. C'est un énoncé qui avait déjà été proposé par Albert Einstein avec l'énoncé de la relativité. Et la raison, elle est simple, c'est plus un objet se déplace, plus sa masse augmente. Et quand tu arrives près de la vitesse de la lumière, la masse devient infinie. Ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais essayons d'imaginer que tu vas envoyer une fusée dans l'espace. Et là, je te dis, tu vas déplacer une masse, mettons, de 100 kilos. Ton vaisseau spatial pèse 100 kilos. Il te faut du carburant pour pousser ton 100 kilos. Mais là, tout d'un coup, si tu veux l'envoyer à vitesse de la lumière, plus tu vas mettre du carburant dedans, plus je vais augmenter le poids de mon vaisseau spatial. Fait que tu dis, OK, je vais remettre 15 litres de carburant. OK, moi, je vais mettre 50 kilos de plus. Ah, ben là, faut que je rajoute 30 litres de carburant. OK, moi, je vais rajouter 100 kilos de plus. Donc, c'est comme une équation impossible. Plus tu vas rajouter du carburant, plus je vais rajouter du poids dans mon vaisseau. C'est exactement ce qui se passe avec la vitesse de la lumière. Plus tu envoies un objet rapidement dans l'espace, pour l'accélérer, sa masse va augmenter et à un moment donné, tu n'auras plus assez d'énergie pour le pousser parce que plus tu vas le pousser, plus il va demander de l'énergie. Donc, c'est tout simplement impossible. Il faut savoir toutefois que la vitesse de la lumière, elle n'est pas constante. Hein? Elle se déplace dans le vide. On parle d'une vitesse à peu près de 300 000 km à la seconde. Dans l'eau, la vitesse de la lumière, c'est 225 000 km à la seconde. Donc, elle est un peu ralentie dans l'eau. Et dans le verre, c'est à peu près 200 000 km seconde. Donc, oui, tu peux aller plus vite que la lumière si tu la compares à la vitesse de la lumière dans l'eau ou dans le verre. Le seul moyen, là,
je sais que dans la science-fiction, on a parlé à un moment donné, dans les années 60, d'une particule qui pourrait voyager plus vite que la lumière, qu'on appelait le tachyon, mais ça n'existe que sur papier, ça n'existe pas dans la réalité. C'est bon essentiellement pour les bandes dessinées. Ça. Les tachyons, ça n'existe pas dans la réalité. Le seul moyen d'aller plus vite que la lumière, ce serait un peu comme du transport en commun, un peu comme le métro et le voyage de surface. Si tu veux aller plus vite que la lumière, il faut que tu te bascules dans un plan de l'univers ou dans une dimension où les lois de la physique sont différentes pour éventuellement repénétrer dans notre univers. Mais tant et aussi longtemps que tu restes dans notre univers, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse absolue. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. À moins qu'on arrive avec de nouvelles équations dans le domaine de la physique, mais techniquement, c'est impossible. Le gaz au fond, mon Léon, on peut pas aller plus vite. Non, c'est ça. Voilà. Hey, Christian, je te souhaite de passer un excellent week-end en ce vendredi 1er avril. Est-ce que tu as eu un petit coup aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un t'a fait un coup? Ben? Non, pas du tout. Mais toi, je sais que tu vas passer un excellent week-end puisque tu as le livre À la recherche des reliques saintes. Voilà. Fait que je vais faire ça ce soir quand mes gars seront couchés, cher ami, puis je t'en reparlerai la semaine prochaine. On reçoit possiblement Jean Cazot qui va être là la semaine prochaine. OK, ça marche. On se reparle. Donc, bye-bye à tout le monde, puis on se rejase lundi prochain pour ce qui est de Mars au soir. Et sinon, Radio X-Files, c'est vendredi prochain. Salut! Salut!